de Mike Pompeo à Israël. Une visite très commentée dans la presse israélienne. Oui, effectivement, Ilana, et la presse israélienne, les médias israéliens se font largement l'écho de ce parcours inédit pour un secrétaire d'État américain. Un parcours qui a conduit Mike Pompeo de Jérusalem hier à l'implantation de Psagot, où il a surtout inauguré un vin à son nom. De Psagot, Pompeo s'est rendu sur le plateau du Golan, où il a pu découvrir les enjeux stratégiques d'Israël face à la Syrie et également la présence massive de forces iraniennes. Mais ce n'est pas tout. Mike Pompeo s'est aussi montré très généreux envers Israël. Dans une sorte de Black Friday diplomatique, il a multiplié les gestes pro-israéliens. Made in Israël, pourra-t-on lire désormais sur les emballages des produits venant des implantations juives de Judée et de Samarie et commercialisés aux États-Unis. Le BDS est antisémite, a clamé le secrétaire d'État américain, comme s'il s'agissait là d'une nouveauté, ce qui n'est pas vraiment le cas. Bref, on a eu parfois le sentiment que Pompeo est venu brader certaines démarches en faveur d'Israël avant liquidation des stocks pour départ prochain du locataire de la Maison-Blanche. Et ce matin, certains journaux se frappent l'épaule. Visite historique de Pompeo en Judée-Samarie, titre sur 5 colonnes à la une, le Makor Rishon, qui est proche de la droite israélienne. Parmi les éditorialistes, certains applaudissent, comme Ariel Kahana dans le Israël Hayom. Il écrit que la visite à Psagot et les cadeaux de Pompeo sont ce qui ressemble le plus à l'annexion des territoires dont on a beaucoup parlé, une annexion abandonnée l'été dernier au profit de la normalisation avec les pays du Golfe. D'autres éditorialistes, comme Amnon Lord, toujours dans le quotidien gratuit, parlent de politique du fait accompli et affirment que l'administration Biden aura le plus grand mal à revenir en arrière sur les décisions annoncées par Mike Pompeo, qu'il qualifie d'historique. Une histoire avec un grand H qui a fait cette semaine des heures supplémentaires au Proche-Orient, avec également la visite du chef de la diplomatie du Bahreïn, du royaume de Bahreïn, et dans un tout autre domaine, comme nous le disions hier, la désignation du basketteur israélien Deni Avdaya au 9e rang du draft de la NBA. Il y a donc dans les journaux de ce vendredi et dans leurs nombreux suppléments du Shabbat, un goût prononcé pour ce nouveau Moyen-Orient dont Shimon Peres a longtemps rêvé. Mais l'on peut dire également qu'il y a dans cette presse israélienne de ce matin des informations moins solennelles, plus inquiétantes, comme cette annonce de Daesh. Oui, Daesh, le cruel mouvement terroriste que l'on croyait moribond, et qui prétend, dans le Maariv, avoir saboté le gazoduc qui relie Israël à l'Égypte à hauteur d'El Arish. Israël dément et affirme que le gaz continue à être acheminé normalement. Le site Ynet nous conduit ce matin non loin justement d'El Arish, dans le sud de la bande de Gaza, près de là où le génie de Tsahal avait découvert il y a quelques semaines un immense tunnel offensif qui pénétrait en territoire israélien. Selon l'enquête poussée de l'armée, un record a été battu avec ce tunnel. Il s'agit en effet du tunnel le plus long et le plus profond creusé par les Palestiniens dans cette région. 2 km de long, plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Ce tunnel était remarquablement bien consolidé et il devait permettre une incursion en territoire israélien des forces d'élite du Hamas, les Nohaba. Pour Yossi Yoshua, dans le Yediot Aharonot, cette découverte prouve au moins une chose, que pendant qu'il parle de trêve, eh bien, le mouvement intégriste palestinien continue à se renforcer. Encore un mot ce matin sur la normalisation avec les pays du Golfe, mais sous un angle très pratique et surtout plus décontracté. Le site N12 et la chaîne 12 de la télévision israélienne se demandent où va habiter le prochain ambassadeur des Émirats en Israël. La question est cardinale, la réponse est encore hésitante, mais déjà les autorités émiraties ont ciblé 3 localités particulièrement huppées où le futur ambassadeur pourra se sentir, dirons-nous, à son aise. Herzliya Pitoar, cela va de soi, mais également Kfar Shmariaou ou encore la bonne vieille Savione. Le prix d'achat de la modeste demeure de l'ambassadeur pourrait atteindre les 80 millions de shekels. C'est le prix agréable de la normalisation. Les quotidiens israéliens reviennent ce matin avec plus d'acuité sur ce que l'on pourrait qualifier de déplorable duel d'incitation. Les manifestants pro-Bibi qui ont sali à ses arrêts la mémoire d'un officier de Tsahal tué au combat en 2006 face à Sadi Ben Chetrit, ce militant d'extrême gauche qui, sans frémir, a comparé Binyamin Netanyahou à Adolf Hitler. Sima Kadmon, en une du Yediot Aharonot, s'insurge face à la cruauté des manifestants Likoud et écrit « Il y a quelques années, lorsque nous étions un État normal, une telle scène aurait été impossible. » Un constat pessimiste pour une société israélienne divisée.
Un mot sur le Covid-19. C'est Haaretz qui publie les conclusions d'une enquête israélienne. Celle-ci établit que 5% des personnes contaminées n'ont pas développé des anticorps après avoir guéri du virus. Mais ce n'est pas tout. Cette enquête fait état également de différences importantes entre les annonces faites par les compagnies pharmaceutiques américaines sur l'efficacité d'un vaccin et la réalité sur le terrain, à méditer. Et Daniel, pour terminer, un titre étonnant, vous l'avez découvert sur le site français du Times of Israel. Oui, effectivement, cela peut paraître incroyable, mais c'est vrai. L'an dernier, le prince Albert de Monaco a reçu en cadeau de l'université de Tel Aviv Watergain, une technologie israélienne qui permet de transformer l'air en eau potable. Alors que la principauté de Monaco a versé quelques 4 millions d'euros pour restaurer les communes des Alpes-Maritimes sinistrées par la tempête Alex, eh bien, le prince a voulu offrir à la France cette technologie israélienne de pointe pour venir en aide aux zones qui n'ont pas encore retrouvé l'eau courante. Mais il a dû déchanter car cette technologie n'est pas encore homologuée en France. J'en suis vraiment navré, a regretté le prince Albert dans les colonnes du Monaco Matin. C'est la fin de cette revue de la presse.